J'ai trouvé quelqu'un d'autre. L'argent est à moi. La maison est à moi. Bonne chance dans cette zone de guerre. C'était le message de 17 mots que mon mari m'avait envoyé, joint à une demande de divorce, pendant que j'étais déployé en Afghanistan. Mais ce qui m'a fait l'effet d'une main écrasant mon cœur, ce n'était pas le zéro pointé affiché sur notre compte d'épargne commun. Ni les 38 000 € que j'avais saignés pour économiser. C'était la photo jointe juste en dessous. Une photo de sa maîtresse, assise sur mon Porsche, portant ma robe en soie, et tenant Buster sur ses genoux. Le Beagle, dont il m'avait juré, au cours d'un appel téléphonique rempli de sanglots, exactement 2 mois plus tôt, qu'il venait d'être écrasé par une voiture. Il a mis en scène de fausses funérailles, a tué cette vie innocente dans mon esprit, et m'a torturé psychologiquement au beau milieu d'une zone de combat, à 7000 km de là. Tout ça, juste pour ouvrir la voie à sa maîtresse. Il croyait que la distance géographique et les tirs d'artillerie allaient me neutraliser. Mais, il avait oublié qu'il déclenchait une guerre avec un capitaine de l'armée des États-Unis. Et, avant de partir, j'avais tendu un piège. Avant de continuer, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner. Mais seulement si vous voulez vraiment voir comment cet escroc va trouver sa fin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je n'ai pas pleuré. Pleurer est un luxe réservé aux gens qui se sentent en sécurité. Ici, à 7000 km de chez moi, mon cerveau a tout simplement contourné le chagrin. Il a déclenché l'interrupteur de survie primale, exactement le même que j'utilise lorsque je me tiens au-dessus d'une aorte rompue sur la table d'opération. Désactiver la panique. Clamper l'hémorragie. Isoler la menace. J'ai lentement rabaissé l'écran de l'ordinateur portable. Le clic sec du plastique a fendu l'air mort de la tente MWR vide. À l'extérieur, le lourd bourdonnement d'un générateur diesel faisait vibrer le plancher en contreplaqué, envoyant un tremblement sourd et rythmique jusque sous les semelles de mes bottes de combat. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient stables. Trop stables. Des écailles de sang séché et rouillé, appartenant à un soldat de 19 ans, étaient encore incrustées profondément sous mes cuticules. L'odeur métallique de cuivre et de sueur collait à ma peau. Je passe mes journées ici, à essayer d'empêcher des gamins américains de rentrer chez eux dans des caisses de transfert en aluminium. Et pendant que je fais ça, l'homme qui partage mon lit, lui, est de retour au Tennessee, creusant tranquillement ma tombe avec un clavier. J'ai rouvert l'ordinateur portable. Je n'ai pas regardé l'image comme une femme trahie. Je l'ai vidée de toute émotion. Je l'ai étudiée comme un officier de renseignement analysant une imagerie satellite ennemie. Zoomer. Analyser. Exploiter les faiblesses. La robe en soie à motifs floraux qui s'accrochait à ses épaules. Je l'avais achetée à Florence, lors de notre voyage pour notre premier anniversaire. La lourde table basse en chêne foncé sur laquelle ses pieds nus étaient posés. Je l'avais payée. 3 mois consécutifs à enchaîner les gardes de nuit aux urgences de Clarksville. À gérer des blessures par balle, des overdoses de meth, et des violences conjugales, jusqu'à ce que mes os me fassent mal. Tout ça, juste pour que Julien puisse avoir l'esthétique rustique qu'il voulait pour le salon. 38 000 €. Savez-vous combien de sang il faut nettoyer sur un sol pour économiser 38 000 € sur une fiche de paie de l'armée? C'était des années de prime de risque. 225 € supplémentaires par mois, pour le privilège de se faire mortaiser pendant son sommeil. Et il avait tout vidé, pour une fille qui avait l'air de ne pas savoir épeler le mot au déploiement. Mais il ne faisait pas que voler mon argent. C'était une démonstration territoriale calculée. Il remettait les clés de mon sanctuaire à une étrangère pour asseoir sa domination, marquant son territoire sur ma sueur. Mais l'argent n'était que du papier. La robe n'était que du tissu. Mes yeux se sont verrouillés sur le coin inférieur droit de l'écran. Buster. Son pelage tricolore était brillant. Sa queue avait été capturée en plein mouvement, floue. Ses pattes avant étaient parfaitement intactes. Pas de côtes écrasées. Pas de traces de pneus. Pas d'hémorragie interne due au délit de fuite que Julien m'avait décrit, avec force détail morbide, 2 mois plus tôt. Le souvenir m'a percuté l'arrière du crâne, comme une balle de tireur d'élite. La voix de Julien sur le téléphone satellite grésillant. Il s'étouffait dans ses propres larmes. Le papa chien parfait, dévasté. Il a glissé de son collier, Nola. Le camion n'a même pas freiné. Il est mort dans mes bras. J'étais tombé à genoux dans la poussière,
à l'extérieur du réfectoire, cette nuit-là. J'avais porté le deuil. Je m'étais traîné à travers toutes les étapes hideuses du deuil, au milieu d'une zone de combat. Julien m'avait forcé à creuser une tombe mentale pour mon meilleur ami. Il m'avait enterré dans un trou dépressif, si noir, que j'avais arrêté de demander des appels vidéo. J'avais arrêté de poser des questions tout court. Tout ça, pour lui donner la sécurité opérationnelle dont il avait besoin, pour installer un parasite blond dans ma maison. Il avait militarisé la vie d'un chien pour me briser. L'air dans la tente m'a soudainement semblé trop raréfié. Le bourdonnement dans mes oreilles a commencé à couvrir le bruit des générateurs diesel. J'ai levé la main et j'ai agrippé les plaques d'identité en métal froid, qui pendaient à mon cou. J'ai serré le poing très fort. Les bords en aluminium ont mordu profondément dans les callosités de ma paume. La morsure aiguë et ancrée de la douleur physique m'a éloigné du précipice. Julien Vance était mort pour moi. L'homme que j'avais épousé n'avait jamais existé. Il n'était qu'une coquille vide, se nourrissant de mon salaire. À cette seconde exacte, le système de sonorisation de la base a hurlé. C'était un gémissement mécanique strident, qui a déchiré la chaleur afghane. Code rouge. Code rouge. Évacuation médicale en approche. Événement à perte massive. Tout le personnel de traumatologie disponible est attendu en salle de chirurgie. Le divorce allait devoir attendre. J'ai lâché les plaques d'identité, les laissant retomber lourdement contre mon sternum. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un coup sec, et je l'ai fourré dans mon sac d'assaut. À l'extérieur du rabat en toile de la tente, le rythme lourd et saccadé des rotors de Black Hawk a commencé à secouer la poussière du toit. J'ai poussé le rabat pour sortir sous le soleil aveuglant du désert. L'odeur des déchets brûlés, de la terre sèche et du carburant d'aviation a inondé mes poumons. Je me suis lancé dans un sprint effréné vers les tentes médicales. Un autre corps arrivait, fracassé. Plus de sang, plus d'os brisés. J'ai poussé les portes battantes de la salle de chirurgie. Le bruit était assourdissant. Les médecins qui criaient pour se faire entendre par-dessus le cliquetis métallique des instruments chirurgicaux frappant les plateaux en acier. Ils l'ont amené sur un brancard. Un gamin qui n'avait pas plus de 20 ans. Son uniforme était trempé de noir, par son propre sang. Sa jambe était déchiquetée, ruinée. J'ai enfilé une paire de gants en latex stérile sur mes mains calleuses, marchant droit vers la table d'opération. En regardant les dégâts catastrophiques sur le corps de ce gamin, ma mâchoire s'est verrouillée. Mon esprit a fait un bond en arrière vers les personnes que j'appelais ma famille. Les gens qui me saignaient à blanc, année après année, avec le sourire aux lèvres. J'ai pressé le scalpel numéro 10 contre la cuisse déchiquetée du soldat. Une incision propre, profonde. Du sang sombre, privé d'oxygène, a jailli instantanément, se déversant sur les champs stériles bleus. Je n'ai pas scié. J'ai juste regardé couler, ce saignement rapide, incontrôlable. Cela ressemblait exactement à mon compte courant, chaque fois que Julien annonçait sa dernière aventure de start-up. Une entreprise de sauce piquante artisanale. Une application de livraison de bière artisanale. Une boîte d'abonnement pour du dénime brut. À chaque fois qu'il échouait, c'était toujours la faute du marché. L'économie était mauvaise. Les investisseurs n'avaient pas de vision. C'était un entrepreneur autoproclamé, qui dormait jusqu'à midi, traitant mon compte bancaire comme une veine ouverte pour financer ses délires. Il voulait le titre. Il voulait la biographie sur LinkedIn. Il voulait s'asseoir au bar dans l'est de Nashville, en faisant tourner un bourbon à 12 €, parlant de perturber l'industrie. Et moi, je n'étais que le distributeur silencieux, pompant du sang dans cette fausse coquille d'homme, pour qu'il n'ait pas à chercher un vrai travail. Pince. J'ai tendu la main. Le technicien a plaqué l'instrument en acier froid dans ma paume. J'ai creusé dans le muscle ruiné, trouvé l'artère sectionnée, et j'ai clampé fort. Le saignement s'est arrêté. Clamper. Restreindre. Contrôler. Tout comme Sylvia. Mon esprit a de nouveau bondi, vers le Noël dernier au Tennessee, dans la salle à manger de la famille Vance. L'air était lourd de l'odeur étouffante des bougies bon marché à la vanille, et de la viande rôtie. La mère de Julien, Sylvia, a fait glisser un épais livre de cuisine du Sud à couverture rigide sur la table. Il a heurté mon verre de vin. J'ai regardé la couverture, puis j'ai levé les yeux vers elle. Elle m'a offert ce sourire serein et condescendant, le genre de sourire réservé à un enfant un peu lent.
Le véritable devoir d'une femme, c'est de garder le feu allumé à la maison, Nola, a déclaré Sylvia. Sa voix dégoulinait d'une fausse inquiétude mielleuse. Julien a besoin d'une femme. Pas d'une colocataire qui travaille 80 heures par semaine. Elle a dit ça tout en mâchant activement une bouchée de faux filet de premier choix. Un steak que j'avais acheté en utilisant la carte de crédit, dont elle savait pertinemment qu'elle était à mon nom, parce que la cote de crédit de son fils était une blague. Je suis resté assise là, serrant ma fourchette sous la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, écoutant une femme qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis 1985, me dire que je n'en faisais pas assez. Juste après avoir avalé ma nourriture, Julien a déchiré son cadeau. Le bruit du papier déchiré a résonné comme une toux sèche dans la pièce silencieuse. Il a ouvert la boîte. Un tout nouvel ensemble de clubs de golf Callaway, en édition limitée, a brillé sous le lustre. Il a sorti le driver, et a fait un mouvement de pratique en plein milieu du salon, manquant de renverser une lampe. Il a ri, affichant ce sourire parfait et coûteux. Merci de soutenir ma passion, bébé, a-t-il souri de toutes ses dents. Toute la pièce a applaudi. Marcus, son père, assis en bout de table, hochait la tête avec une profonde fierté patriarcale. C'est ça, fils. Tu as besoin de décompresser. Être un homme d'affaires, c'est stressant, a grogné Marcus, en levant son verre. J'ai fixé les clubs de golf. 3 mois. Ce sac en cuir et ces têtes en titane, coûtaient l'équivalent de 3 mois entiers de mon salaire de résidente. 3 mois à dormir dans ma voiture entre deux gardes, à manger des sandwichs froids de distributeurs automatiques, et à sentir l'eau de javel de l'hôpital. Et son père l'applaudissait. Il ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une commodité, une machine qui produisait de l'argent et du prestige pour leur garçon en or. Fil de suture, ai-je exigé, revenant brusquement à la table d'opération. J'ai pris le porte-aiguille, j'ai percé les tissus, j'ai tiré l'épais fil de suture à travers la paroi musculaire, et j'ai noué le nœud. J'ai coupé l'extrémité du fil. Une coupe nette. Ce mouvement de coupe a fait remonter le souvenir le plus laid de tous. Celui qui m'a enfin montré qui était vraiment Julien. Il ne s'était pas contenté de me voler, moi. 2 ans plus tôt, il avait secrètement convaincu mes parents d'investir 20 000 € de leur fonds de retraite dans une opération immobilière. Un projet fantôme, qui n'a jamais existé. Je ne l'ai découvert que lorsque je faisais la déclaration d'impôt, et que je suis tombé sur la facture d'un concessionnaire. 20 000 € envolés. Non pas dans une maison. Mais dans une Chevrolet Camaro 1969. Un jouet vintage, un gouffre à essence qu'il a garé dans notre allée. Je l'ai confronté dans la cuisine. J'ai jeté la facture sur le comptoir en granit. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine parler. Julien n'a pas bronché. Il ne s'est pas excusé. Il s'est simplement adossé au réfrigérateur, les bras croisés, me regardant comme si je faisais tout un plat pour un verre de lait renversé. Techniquement, cet argent, c'est ton héritage de toute façon, a-t-il haussé les épaules, en buvant une gorgée de son café. Considère ça comme une avance anticipée. Il avait volé mes parents vieillissants. Il les avait dépouillés de leur sécurité, et il l'avait justifié en agissant comme si mes parents étaient déjà morts. Ces gens n'étaient pas seulement des parasites. C'étaient des criquets. Ils voulaient me dépouiller jusqu'à l'os. Ils voulaient consumer mes racines, mon argent, ma fierté, et me laisser comme une coquille vide. J'ai fait le dernier nœud sur la jambe du soldat. J'ai fait claquer les ciseaux. Si vous avez déjà eu une belle famille toxique, qui vous regardait de haut tout en dépensant l'argent que vous aviez durement gagné, appuyez sur le bouton j'aime tout de suite. Et faites-moi une faveur, laissez un commentaire et dites-moi à quel pourcentage exact est la batterie de votre téléphone, en écoutant ceci. Voyons combien d'entre nous sont bien éveillés en ce moment. J'ai jeté les instruments ensanglantés sur le plateau en métal. L'opération était propre. Le gamin allait garder sa jambe. J'ai pris une grande inspiration saccadée, sentant enfin l'adrénaline commencer à redescendre. Puis, le moniteur de fréquence cardiaque, à côté de la table, a émis un hurlement aigu et continu. Bip. La poitrine du soldat a cessé de bouger. La ligne verte sur l'écran est devenue plate. On dégage. Le lourd impact des palettes du défibrillateur a fait soulever la poitrine du soldat de 19 ans, de la table d'opération en acier. Son uniforme imbibé de sang a claqué bruyamment contre le métal. Rien.
Juste le hurlement continu et aigu du moniteur cardiaque. J'ai rechargé les palettes. J'ai verrouillé mes coudes, appuyant fortement sur son sternum. On dégage. Une autre secousse violente. Une lourde seconde de silence de mort dans la pièce. Puis un bip décalé. Une pause. Un autre bip. La ligne verte sur l'écran a bondi, a chuté, et s'est stabilisée dans un rythme régulier. Il restait parmi nous. J'ai retiré mes gants stériles. Le latex a claqué sèchement contre mes poignets. Je les ai jetés dans la poubelle rouge des déchets biologiques, j'ai poussé les lourds rabats de la tente et je suis sorti sous le soleil aveuglant de l'Afghanistan. L'air, ici, avait le goût des déchets brûlés, et du carburant diesel. Il tapissait le fond de ma gorge. Je me suis adossé lourdement contre une pile de sacs de sable, aspirant une profonde bouffée de cette chaleur sèche et polluée. 38 000 €. Le chiffre a de nouveau clignoté derrière mes yeux. Pour un type assis dans un bureau de coin, c'est une prime trimestrielle décente. Pour Julian, c'était de l'argent gratuit, pour financer son style de vie de paresseux, et acheter des verres hors de prix à une blonde dans un bar du centre-ville de Nashville. Mais pour moi. J'ai baissé les yeux sur mes bottes de combat. Elles étaient couvertes d'une croûte de poussière jaune du désert, et de sang frais. Cet argent n'était pas qu'une simple monnaie d'échange. C'était la prime de tirs hostiles. 225 € par mois. C'est le montant exact en euros, que le gouvernement des États-Unis avait déterminé comme étant la valeur de ma vie, pour chaque tranche de 30 jours que je passais à esquiver des éclats d'obus dans une zone de guerre. C'était le prix à payer pour dormir dans un bunker en béton, à fixer le plafond pendant que les sirènes d'avertissement de roquettes hurlaient dans la nuit. C'était le prix à payer pour retirer du gravier, et des fragments d'os, du corps de gamin qui était à peine assez vieux pour acheter un billet de loto. J'ai échangé ma sécurité, ma santé mentale, et mon propre sang, pour chaque centime de ces 38 000 €. Et Julian l'a volé. Il a réduit mon sacrifice à néant, pour pouvoir jouer les grands caïds de retour au pays. Je me suis détaché des sacs de sable. Je suis retourné à l'intérieur, me dirigeant tout droit vers la salle de réveil chirurgical. La pièce était faiblement éclairée, avec une forte odeur d'eau de javel, d'iode, et de sueur rance. Je me suis arrêté au niveau du lit de camp du soldat. L'anesthésie se dissipait. Ses paupières ont papilloté. Puis, la panique l'a frappé. Sa poitrine s'est soulevée. Ses yeux se sont grands ouverts, exorbités par une terreur pure et sans filtre. Il a essayé de s'asseoir, gémissant contre le gros tube en plastique scotché à sa bouche. Sa tête s'est tournée brusquement vers le bas du lit. Il fixait le drap blanc et plat qui couvrait la moitié inférieure de son corps. Le tissu était trop plat. Trop vide. Il a cru que ses jambes avaient disparu. Il se noyait dans une vague d'horreur absolue. Je me suis placé directement dans son champ de vision. J'ai tendu le bras, et j'ai posé ma main nue fermement sur son front. Ma peau portait encore la forte odeur chimique du désinfectant chirurgical. Je ne lui ai pas adressé un sourire doux et maternel. Je lui ai jeté le regard dur et ancré, d'un capitaine de l'armée. « Calmez-vous, soldat » ai-je ordonné. Ma voix était basse, plate et absolue. Arrêtez de bouger. Regardez-moi. Sa respiration s'est bloquée. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Elles sont toujours là, lui ai-je dit, en appuyant ma main une fraction plus fort contre sa peau pour l'ancrer. L'os est broché. L'artère est greffée. Vous gardez vos jambes. Vous allez remarcher sur le sol américain. Vous m'entendez? Une lourde larme humide a débordé du coin de l'œil du gamin. Elle a tracé un sillage net à travers la saleté et les résidus de poudre à canon, sur sa joue. Il a dégluti avec difficulté. Son bras droit, violacé et gravement contusionné par 3 lignes intraveineuses différentes, a tremblé alors qu'il le levait. Il n'a pas dit un mot. Il a juste saisi une poignée de la manche ensanglantée de ma blouse de chirurgien, et s'y est accroché. Sa prise était faible. À peine de quoi froisser le tissu. Mais il s'y est accroché, comme si j'étais la seule chose solide qui restait dans l'univers. Je suis resté là, dans la pénombre de la tente, à regarder ses jointures. Quelque chose s'est mis en place dans ma poitrine. Une réalisation lourde et inébranlable. Je tirais les gens des ténèbres. Je prenais des êtres humains fracassés et brisés, et je les remettais sur pied. Je tenais la ligne entre la vie et un sac mortuaire. Julian Vance. C'était une sangsue.
Un parasite paresseux, convaincu que tout lui était dû. Qui ne pouvait même pas changer un pneu crevé sur sa propre voiture, sans appeler son père pour obtenir des conseils. Il passait ses journées assis sur un canapé que j'avais acheté. Dépensant l'argent pour lequel j'avais saigné. Essayant de me rabaisser, pour pouvoir se sentir un homme. Il n'avait aucune compétence sur ma propre valeur. Pas plus que sa mère manipulatrice, ou son père qui cautionnait tout. C'étaient de petites personnes pathétiques, qui jouaient à la dinette avec mon argent. Moi, j'étais ici, tenant de vraies vies entre mes mains. Eux, ils n'étaient rien. Ils n'étaient que de la poussière. Les rabats en toile de la porte ont raclé en s'ouvrant. Le sergent Miller est entré. Miller était un infirmier de combat de carrière. Son visage ressemblait à une botte en cuir usé, tapissée de cicatrices profondes, et d'un épuisement permanent. Il s'est approché du lit de camp. Il a vérifié les constantes vitales du soldat sur le moniteur, et a hoché la tête en signe d'approbation. Puis, il s'est tourné vers moi. Il a poussé un thermos en métal isolé et cabossé dans mes mains. « Buvez », a grogné Miller. Le café était noir, vaseux, et brûlant. La chaleur a traversé le métal bon marché, brûlant les callosités de mes paumes. C'était une sensation agréable. C'était réel. Miller a croisé ses bras épais sur sa poitrine, en étudiant mon visage. Il m'avait vu fixer l'ordinateur portable plus tôt. Dans un camp aussi petit que celui-ci, on ne peut pas cacher un visage de guerre. Le vrai combat est juste ici, capitaine, a dit Miller, sa voix n'étant qu'un grondement sourd. Ne laissez pas ces parasites rester au pays, vous traînez dans la boue. Vous tenez la ligne ici. On assure vos arrières. J'ai avalé une lente et amère gorgée de café. Il avait le goût de la cendre et de la torréfaction bon marché. Ils ne peuvent pas me traîner dans la boue, sergent, ai-je répondu calmement, fixant le vide par-dessus le bord du gobelet. J'ai déjà piégé le sol pour qu'il s'effondre. J'ai rendu la tasse à Miller, j'ai tourné les talons, et je suis sorti de l'unité médicale. Je me suis dirigé tout droit vers mes quartiers. C'était un espace étroit, et exigu, qui empestait la toile surchauffée et les vieilles bottes. Je suis tombé à genoux sur le sol en contreplaqué, et j'ai tendu la main sous le cadre métallique de mon lit de camp. Mes doigts ont accroché la poignée de ma lourde malle en aluminium. Je l'ai tirée vers moi. Le métal a raclé durement contre le bois. J'ai tapé le code à 3 chiffres sur le cadenas en laiton. Il s'est ouvert avec un clic sec. J'ai rejeté le couvercle en arrière. Au-delà des uniformes de combat de rechange, des garrots supplémentaires et des lourdes boîtes de munitions de 9 mm, se trouvait un épais dossier en papier craft. Je l'ai sorti, sentant le poids lourd des documents juridiques à l'intérieur. Julien pensait avoir joué un coup de maître. Il pensait avoir pris mon argent et ma maison. Il pensait avoir gagné. Mais il se tenait sur une mine terrestre. Et c'est moi qui tenais le détonateur. 8 heures. L'unité de climatisation dans le coin du bureau du JAG, juge avocat général, cliquetait. Un bourdonnement mécanique régulier, qui ressemblait à des pales de ventilateur desserrées hachant un air sec. C'était un son métallique et étouffant. J'étais assise, raide, sur la chaise pliante en métal. La colonne vertébrale droite, les épaules verrouillées. Je n'étais pas venu ici pour pleurer. Je n'étais pas venu ici pour demander une épaule sur laquelle m'appuyer. J'étais venu ici pour lâcher une bombe. La major Evelyn Grant était assise de l'autre côté du bureau en bois éraflé. Elle avait le genre de regard qui pourrait décaper la peinture d'un mur. 20 ans dans le corps du juge avocat général. Elle avait vu toutes les nuances d'ordures humaines que le monde avait à offrir. Elle ne faisait pas dans la compassion. Tant mieux. Moi non plus. J'ai lâché le lourd dossier en papier craft sur le bureau. Le papier épais a fait un bruit sourd et lourd contre le bois. Je l'ai ouvert. Je n'ai pas parlé. J'ai juste commencé à faire glisser des documents sur la surface rayée, en les claquant comme des cartes à jouer. Pièce à conviction A. Les relevés bancaires. Compte joint se terminant par 449. Solde, 0. Pièce à conviction B. La demande de divorce, déposée dans le comté de Davison. Tennessee. Pièce à conviction C. La photographie. La blonde assise sur mon porche d'entrée. Ma robe en soie. Et Buster. Vivant, en bonne santé, et absolument indemne.
Il a siphonné 38 000 € en 48 heures, ai-je déclaré. Ma voix était totalement plate, comme du fer froid. Il a demandé le divorce pendant que je suis déployé dans une zone de combat. Et, il a simulé la mort de mon chien il y a 2 mois, pour m'empêcher de communiquer avec la maison. La Major Grant n'a pas scié. Elle a tendu la main et a pris la photographie. Ses yeux ont balayé le papier glacé. Les coins de sa bouche se sont tirés vers le bas, en un rictus laid et serré. Elle ne regardait pas un homme qui avait fait une erreur. Elle regardait un cafard se faufilant sur le sol de sa cuisine. L'abus financier à l'encontre de soldats déployés est une foutue épidémie, a lâché Grant. Sa voix sonnait comme du gravier qu'on écrase. Des conjoints qui vident les comptes, achètent des voitures, financent leurs petites liaisons. Pendant que nos gars se font tirer dessus. On voit ça tous les jours. Elle a laissé retomber la photo sur le bureau. Elle a tapé de son index directement sur le visage de Buster. Le petit coup a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Mais ça? Fabriquer de toutes pièces la mort d'un animal de compagnie, pour infliger un traumatisme psychologique à un officier déployé? Grant s'est adossé à son siège, en croisant les bras sur sa poitrine. Ça, c'est malsain. C'est du sabotage émotionnel calculé. De la part d'un lâche, qui sait que vous ne pouvez pas lui casser les dents. Elle a levé les yeux vers moi. La lueur prédatrice dans ses yeux correspondait exactement à ce qui brûlait dans ma poitrine. Il pensait qu'il était juste en train de baiser sa femme, a murmuré doucement Grant. Mais il a cherché la bagarre avec un capitaine de l'armée, dans une zone de tirs hostiles. Ce qui signifie que cet idiot vient de déclarer la guerre au Pentagone. J'ai plongé la main dans le dossier une dernière fois. Il y a un espace vide et froid qui s'ouvre dans votre poitrine, lorsque vous réalisez que vous devez construire une forteresse juridique pour vous protéger de l'homme qui dort à vos côtés. J'avais ressenti ce frisson, il y a 3 ans. J'avais vu l'arrogance absolue, le sentiment que tout lui était dû dans les yeux de Julian, lorsqu'il a dilapidé l'argent de la retraite de mes parents pour s'acheter une voiture de sport. Je savais que ce jour allait arriver. Je ne savais juste pas quand il finirait par montrer son vrai visage. J'ai sorti un seul document épais, relié par une couverture légale bleue. Je l'ai fait glisser de l'autre côté du bureau. Qu'est-ce que c'est? A demandé Grant en le ramassant. Il y a 3 ans, j'ai engagé un avocat civil privé à Nashville, ai-je expliqué. Je l'ai payé en espèces. J'ai créé un trust irrévocable. L'acte de propriété de la maison dans laquelle il vit actuellement appartient au trust. Le véhicule qu'il conduit appartient au trust. Les yeux de Grant se sont écarquillés d'une fraction de seconde, alors qu'elle parcourait le jargon juridique dense sur la page. Ma véritable solde de combat, et mon salaire de résidence, vont directement sur un compte fantôme protégé par ce trust, ai-je poursuivi, en gardant un ton mortellement plat. Julian n'y a jamais eu accès. Il n'a même jamais su que cela existait. Grant a levé les yeux du document. Alors, c'était quoi ces 38 000 €? Un appât. Le mot est resté suspendu dans l'air. Froid. Absolu. Impitoyable. J'ai laissé cet argent sur le compte joint spécifiquement pour voir ce qu'il ferait pendant mon absence. Je lui ai tendu une arme chargée, pour voir s'il presserait la détente. J'ai fixé la photo de la maîtresse de Julian portant mes vêtements. Et il vient de se mettre le canon dans la bouche. Un sourire lent et dangereux s'est dessiné sur le visage de la Major Grant. C'était le sourire d'un boucher admirant un couperet bien aiguisé. Capitaine, a murmuré Grant, secouant lentement la tête. Vous êtes une foutue artiste. Elle s'est tournée vers son ordinateur. Ses doigts ont martelé le clavier avec des frappes lourdes et violentes. J'invoque la loi sur l'allègement civil pour les membres des forces armées, SCRA, en ce moment même, a déclaré Grant. Le SCRA protège les militaires en service actif des poursuites civiles. Sa demande de divorce est suspendue indéfiniment. Il ne peut pas toucher à vos actifs. Il ne peut pas vendre vos biens. Et il ne peut absolument pas finaliser un divorce sans que vous ne soyez présente dans ce tribunal. Elle a appuyé sur la touche entrée assez fort pour faire trembler l'écran sur le bureau. Gel des avoirs autorisés, a-t-elle annoncé, en lisant l'écran. L'ordre rebondit directement sur le réseau bancaire national. Chaque carte de crédit à votre nom. Chaque compte joint. Gelé. Verrouillé à double tour. Le piège en acier venait de se refermer.
Julien voulait jouer à l'homme d'affaires flamboyant. Il voulait parader dans ma maison et jouer au roi du château. Maintenant, il allait découvrir ce qui se passe quand on coupe l'arrivée d'oxygène. Il n'avait plus aucun revenu. La maison ne lui appartenait pas. L'argent était bloqué. Le chasseur allait se réveiller dans une cage. Merci, Major, ai-je dit. Je me suis levé, repoussant la chaise en métal. Je suis sorti de la tente du JAG, sous le soleil écrasant de l'Afghanistan. La chaleur s'est instantanément abattue sur mes épaules, lourde et étouffante. J'ai glissé la main dans la poche cargo de mon pantalon, et j'ai sorti mon lourd téléphone satellite. Au moment même où j'ai regardé l'écran noir, il s'est illuminé. Le gel des avoirs n'était actif que depuis 3 minutes. Les banques nationales agissent vite, quand le gouvernement fédéral aboie. Le téléphone a vibré agressivement contre ma paume calleuse. Appel entrant. L'identifiant de l'appelant brillait de mille feux, contre l'éclat dur du soleil. Sylvia Vance. Les rats venaient de sentir la fumée. 20 minutes avant que le lourd téléphone satellite ne vibre dans ma main, j'étais assise sur le bord de mon lit de camp en toile, fixant les 17 mots que Julien m'avait envoyés. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. L'argent est à moi. La maison est à moi. Bonne chance dans cette zone de guerre. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté l'ordinateur portable contre la paroi en tôle ondulée de la caserne. Quand une force hostile révèle sa position, on ne fait pas de bruit. On ajuste sa visée. J'ai ouvert une fenêtre de réponse vierge. Je n'ai pas écrit un paragraphe exigeant des explications. Je ne lui ai pas demandé comment il pouvait me faire ça. Les narcissiques se nourrissent de votre hémorragie émotionnelle. Ils veulent que vous les suppliez. Ils veulent que vous perdiez la tête, pour pouvoir montrer les messages à leurs amis, et vous traiter de folle. Je l'ai affamé. J'ai posé mes doigts sur les touches en plastique, et j'ai tapé exactement 5 mots. En es-tu si sûr? J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable. Le silence absolu et assourdissant de mon côté, était une mine terrestre psychologique. Je savais qu'il était assis dans mon salon au Tennessee, fixant l'écran, attendant que j'explose. Mais l'explosion n'est jamais venue. À la place, le réseau bancaire national a claqué ses portes de fer sur lui. Maintenant, debout à l'extérieur du bureau du JAG, sous le soleil aveuglant de l'Afghanistan, je fixais l'identifiant de l'appelant brillant sur mon téléphone satellite. Sylvia Vance. Le gel des avoirs était actif. Les rats étaient piégés dans le labyrinthe, et ils sentaient enfin la fumée. J'ai appuyé sur le bouton vert, et j'ai porté l'épais et lourd plastique à mon oreille. Je n'ai pas dit « Allô ». Ni « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» La voix de Sylvia a hurlé à travers les grésillements de la connexion satellite. Elle respirait fort, prenant des inspirations courtes et frénétiques, comme si elle venait de sprinter dans des escaliers. Le bruit de fond de son côté ressemblait au parking d'un supermarché. Les cartes de crédit de Julien viennent d'être refusées à la caisse. Les deux, a-t-elle crié, le ton de sa voix montant encore, m'écorchant le tympan. Le guichetier de la banque lui a dit que les comptes sont bloqués par une saisie fédérale. Et le propriétaire de Chloé vient de menacer de la mettre à la porte, parce que le chèque de son dépôt de garantie a été refusé. Je suis resté complètement immobile. Le vent chaud du désert a fouetté une fine couche de sable jaune contre mes bottes de combat. J'écoutais la panique absolue d'une femme qui réalisait que son fils chéri était totalement fauché. Débloque les comptes tout de suite, Nola, a exigé Sylvia. Son ton a changé, essayant de masquer sa panique avec cette fausse voix autoritaire de belle-mère, qu'elle utilisait toujours avec moi. Tu te comportes de manière mesquine. Julien est sous beaucoup de pression. Tu ne peux pas simplement lui couper les vivres, et les laisser à la rue. J'ai regardé les murs anti-explosion en béton qui entouraient le complexe. Venez-vous vraiment de me demander, ai-je dit, ma voix tombant à un calme plat et absolu, de payer les courses de la maîtresse de votre fils? Elle est enceinte, Nola, a crié Sylvia. Elle a militarisé les mots, les lançant comme une grenade désespérée pour toucher ma conscience. Tu essaies d'affamer mon futur petit enfant. Mon radar médical a émis un signal immédiatement. C'était un mensonge maladroit, pathétique. Une grossesse fabriquée de toutes pièces, pour protéger un voleur. C'était le mécanisme de défense ultime, de la mère poule toxique. Quand son fils se fait prendre la main dans le sac, elle le transforme en victime. Si vous voulez protéger cet enfant imaginaire,
ai-je rétorqué froidement, dites à votre fils de lâcher mes clubs de golf, d'enfiler une paire de chaussures de sécurité, et de se trouver un travail. Il est coupé des vivres, et ce de façon permanente. Espèce d'égoïste, arrogante. Une soudaine bousculade a résonné à travers le haut-parleur. Le bruit d'une main frappant du plastique, un lourd soupir. Puis, une nouvelle voix est apparue sur la ligne. Écoute-moi bien, jeune fille. Marcus Vance. Sa voix était épaisse, dégoulinant de l'autorité imméritée d'un homme qui a passé sa vie entière à tyranniser sa femme, et son fils, pour les soumettre. Il sentait toujours le cigare bon marché et le complexe de supériorité. Il pensait que, parce qu'il était assis en bout de table, le monde entier lui devait obéissance. Cette famille ne lave pas son linge sale en public, a grondé Marcus. Le décalage satellite donnait à sa respiration lourde le son d'un animal acculé. Julian a fait une erreur stupide. Les hommes s'ennuient quand leurs femmes ne sont jamais à la maison. Mais nous n'impliquons pas le gouvernement dans nos affaires privées. J'ai resserré ma prise sur le téléphone. Le plastique a légèrement craqué sous la pression de mes doigts. Je t'ordonne d'appeler la banque, a continué Marcus, son ton se muant en un commandement dur et patriarcal. Lève ce gel. Laisse tomber toutes ces bêtises juridiques que tu viens de lancer. Tu fais honte au nom des Vance. Tu nous donnes une mauvaise image. La dernière once de tolérance que j'avais pour la lignée des Vance s'est transformée en cendres, là, dans la poussière. Ces gens se moquaient bien du fait que je dormais dans une zone de combat. Ils se moquaient bien du fait que leur fils ait simulé la mort de mon chien pour me torturer. Ils se souciaient uniquement que les voisins puissent découvrir que leur fils était un imposteur, incapable de payer ses propres factures. J'ai serré les dents. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 3 lourdes secondes. Marcus, ai-je dit. J'ai poussé chaque syllabe à travers le récepteur comme une balle de tireur d'élite transperçant une vitre. Votre honneur a été détruit, à la seconde même où vous avez élevé un voleur. Pas par moi. Mon devoir est envers l'armée des États-Unis. Je prends mes ordres du Pentagone, Marcus. Pas d'un vieil homme pathétique qui essaie de couvrir les crimes de son fils. Écoute-moi bien, espèce d'ingrate. Non, c'est vous qui m'écoutez, les yeux coupés, ma voix devenant de glace. Je vous verrai, vous, votre fils, et tous ceux qui essaieront de cacher son argent volé, dans un tribunal fédéral. Prenez un bon avocat. Vous allez en avoir besoin. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. J'ai appuyé sur le bouton rouge. La ligne a été coupée. J'ai tapoté sur l'écran, j'ai ouvert la liste des contacts, et j'ai bloqué le numéro de manière permanente. La famille Vance était officiellement exclue de mon espace aérien. Je me suis retourné. La lourde porte en toile de la tente du JAG a raclé mon épaule, alors que je retournais à l'intérieur. La climatisation faisait un bruit de crécelle. La Major Grant était toujours assise derrière son bureau en bois, ses yeux fixés sur l'écran d'ordinateur lumineux. Elle a levé les yeux vers moi. Elle n'a pas demandé qui était au téléphone. Elle le savait déjà. Je lui ai adressé un unique hochement de tête sec. Ils ont mordu à l'hameçon, ai-je dit doucement. Les doigts de Grant planaient au-dessus de son clavier. Très bien alors, capitaine, a-t-elle murmuré, une touche impitoyable se glissant dans sa voix. Brûlons leur maison. J'ai tourné le dos à la porte en toile de la tente. J'ai regardé directement la Major Grant. Elle était assise dans la faible lueur de son écran d'ordinateur, attendant l'ordre. Il est temps, Major, ai-je dit. Ma voix sonnait creuse, dépouillée de tout, sauf d'une froide intention. Bordée complète. Réduisez leur monde en cendres. Grant n'a pas souri. Elle a juste fait un hochement de tête sec, et a commencé à frapper sur son clavier. Le claquement sourd du plastique a rempli la petite pièce. Je me suis assise au bureau d'en face, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai lancé une liaison vidéo cryptée sécurisée. 3 secondes plus tard, l'écran a clignoté pour s'animer. Diana Lynn était assise dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel, dans le centre-ville de Nashville. C'était une avocate civile spécialisée dans les divorces, avec la réputation de démolir les maris agressifs à la barre des témoins. Nous avions mis en place un piège juridique à 2 volets. L'armée s'occupait de geler son présent. Diana, elle, étoufferait son passé. Le gel des avoirs est actif, Diana, ai-je dit. Je sais, a répondu Diana. Elle s'est penchée en avant, ajustant ses lunettes argentées.
J'ai déjà la confirmation du directeur régional de la banque. Julien Vance a exactement 0 € et 0 centimes de crédit disponible. Mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle, Nola. Vérifie ta boîte de réception sécurisée. Tu dois voir ce que je viens de recevoir. J'ai cliqué sur l'icône clignotante sur mon écran. Un fichier vidéo s'est chargé. Madame Higgins, la voisine d'à côté, m'a envoyé ça il y a 1 heure, a précisé Diana. Elle a une caméra de sécurité à vision nocturne pointée sur son allée. Elle capture un grand angle de la limite de ta propriété. J'ai appuyé sur lecture. Les images étaient granuleuses, peintes dans l'étrange contraste vert et noir, typique de la vision nocturne infrarouge. Il y avait Julien. Il faisait reculer un camion de déménagement de location, jusqu'à mon porche d'entrée. L'horodatage indiquait 0200 heures. 2 heures du matin. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé traîner un lourd piano droit en bois par la porte d'entrée. Il l'a poussé rudement sur la rampe métallique du camion. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Ce n'était pas n'importe quel meuble. C'était le piano de mon grand-père. C'était la seule chose qu'il me restait de l'homme qui m'avait élevé. Julien le traînait comme s'il s'agissait d'un sac poubelle. Ensuite, il est ressorti en portant de lourdes boîtes en carton. Les rabats étaient ouverts. J'ai reconnu les tranches épaisses de mes manuels de résidence médicale. Il est passé devant le camion de déménagement, et s'est dirigé tout droit vers la benne en acier, posée sur le trottoir. Il a hissé les boîtes, et a balancé mes livres à la poubelle. Il n'était pas en train de redécorer. Il ne faisait pas que libérer de l'espace pour sa nouvelle petite amie. Il exécutait un effacement. Il supprimait chirurgicalement la moindre trace physique, prouvant que j'avais un jour existé dans cette maison. Il liquide tes biens personnels pour avoir du liquide, a déclaré Diana, la voix tendue par une colère professionnelle. Je dépose une demande d'injonction d'urgence pour verrouiller l'accès physique aux locaux. J'ai fermé la vidéo. Fais-le. 2 jours ont passé. 48 heures d'intense opération chirurgicale d'urgence exténuante, et de transport de sacs de sable, sous la chaleur torride de l'Afghanistan. Je me tenais à l'extérieur de la tente des fournitures médicales, buvant de l'eau tiède à même une gourde en plastique. À 15 mètres de là, le garde du périmètre a claqué un chargeur neuf dans son fusil M4. Le bruit métallique et sec de la culasse coulissant vers l'avant, a résonné nettement dans l'air sec. Mon téléphone satellite a vibré dans ma veste tactique. C'était Diana. Parle-moi, ai-je dit, en dévissant le bouchon de ma gourde. Nola. La voix de Diana clochait. En 3 ans que je connaissais Diana Lynn, je ne l'avais jamais entendue perdre son sang-froid. C'était un mur d'acier. Mais à cet instant, sa voix tremblait. Que s'est-il passé, ai-je exigé. J'ai lâché la gourde. Chloé a appelé mon bureau, a expliqué Diana, le souffle légèrement saccadé. Elle est terrifiée. Le propriétaire a placardé un avis d'expulsion de 3 jours sur la porte. Julien n'a pas un sou. Il ne peut pas payer sa voiture. Il ne peut pas lui payer à manger. Elle a réalisé qu'il était un escroc, et elle est terrifiée à l'idée d'aller dans une prison fédérale. Comme complice de violences financières. Donc, elle a retourné sa veste, ai-je résumé, en suivant des yeux un camion de transport militaire qui soulevait de la poussière au loin. Elle veut coopérer en tant que témoin. Diana a confirmé. Elle a tout avoué. Mais, Nola, il y a un problème. Explique. Elle ne savait pas que vous étiez mariés. Diana a marqué une pause. Je pouvais l'entendre déglutir difficilement à l'autre bout du fil. Elle savait que ton nom figurait sur l'acte de propriété. Elle a posé des questions à Julien à ton sujet quand elle a emménagé, mais il ne lui a pas dit que vous aviez divorcé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Diana? Il lui a dit que tu étais morte. Le vent du désert s'est soudainement arrêté de souffler. Il lui a dit que tu avais été tué au combat, en Afghanistan, il y a 4 mois. Mes genoux se sont dérobés. La réaction physique a été instantanée, et violente. Mes jambes ont tout bonnement cessé de fonctionner. Je me suis effondré, mes bottes de combat glissant sur le gravier meuble. J'ai tendu le bras gauche, claquant ma main nue sur le bord d'une barricade en acier pour me rattraper. Le métal cuisait sous un soleil à près de 40 degrés. Il a brûlé la peau de ma paume, mais je ne ressentais rien. Tué au combat. Il ne s'était pas contenté de me tromper.
Il ne s'était pas contenté de me voler mon argent. Il m'avait placé dans un cercueil imaginaire en aluminium. Il avait drapé un drapeau américain imaginaire sur mon cercueil. Il s'était tenu dans ma maison, regardant une fille de 22 ans dans les yeux, et avait joué le rôle du veuf tragique et éploré. Il s'était servi du sacrifice ultime. Un sacrifice que mes frères et sœurs d'armes faisaient dans la poussière autour de moi chaque jour. Tout ça, pour attirer la sympathie, pour obtenir du sexe, pour justifier le vol de ma maison. Il a souhaité ma mort pour pouvoir vivre confortablement. Si quelqu'un a déjà raconté un mensonge cruel et impardonnable à votre sujet, juste pour pouvoir jouer la victime, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous tout de suite. Laissez un commentaire en dessous, et racontez-moi le mensonge le plus ridicule que quelqu'un ait jamais répandu sur votre vie. Démasquons ces lâches ensemble. Je me suis relevé de la barricade. J'ai fixé ma main. Elle était rouge, couverte de cloques et tremblante. Mais le tremblement n'était plus dû au choc. C'était causé par une rage si pure, si absolue, qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Il ne s'agissait plus d'un simple divorce civil. Falsifier le décès d'un officier militaire en service actif pour commettre une fraude financière. Usurper l'identité d'un militaire décédé. Il avait franchi la ligne. De mari exécrable, il était devenu criminel fédéral. Ma prise a lâché. Le lourd téléphone satellite m'a glissé des doigts, et a heurté la terre. Je ne l'ai pas ramassé. Je suis retourné dans la tente de commandement. Au moment même où je franchissais le rabat, l'écran de mon ordinateur portable s'est allumé. Une notification de haute priorité a brisé le silence. C'était un courriel crypté. L'adresse de l'expéditeur se terminait par @fbi.gov. J'ai cliqué sur l'icône clignotante. L'écran est devenu noir pendant une fraction de seconde, avant que le message crypté ne se charge. L'adresse de l'expéditeur était propre, autoritaire, et terrifiante pour quiconque se trouvait du mauvais côté de la loi. Sarah.vega@fbi.gov. Agent spécial Sarah Vega, division de la criminalité en col blanc. J'ai lu le PDF en pièces jointes. Aucune émotion. Juste un traitement de données. Julien n'avait pas seulement dépensé ma prime de risque. Il avait falsifié ma signature. Il avait contracté une deuxième hypothèque sur une maison dont il n'était pas légalement propriétaire. Il avait ouvert 5 cartes de crédit à plafond élevé différentes, en utilisant mon nom et mon numéro de sécurité sociale. Pendant que j'étais déployé dans une zone de combat. 100 000 €. Je me suis adossé à ma chaise pliante en métal. L'ampleur de la trahison s'est insinuée dans mes os. Il ne finançait pas seulement son style de vie. Il fabriquait une bombe financière. Si je survivais aux roquettes, aux éclats d'obus et aux services de traumatologie. Si je réussissais à rentrer chez moi en respirant. Cette dette aurait déclenché une enquête sur mes antécédents militaires. J'aurais perdu mon habilitation de sécurité. J'aurais été traduite en cour martiale. Il avait construit une trappe sous ma vie, pensant que je ne reviendrais jamais pour la découvrir. Il avait militarisé mon absence. Mais Chloé a parlé. La menace d'une accusation de complot fédéral l'a brisée en moins de 10 minutes. Elle a remis au FBI chaque SMS, chaque relevé bancaire, chaque mensonge qu'il lui a raconté. Fraude électronique. Usurpation d'identité d'un militaire en service actif. Des infractions fédérales passibles de peines minimales incompressibles. Le Bureau fédéral d'investigation, FBI, était officiellement en chasse. Diana Lynn m'a appelé 3 heures plus tard. La connexion satellite grésillait, mais la satisfaction arrogante dans sa voix était limpide. Il est en train de se vider de son sang, Nola, a dit Diana. Donnez-moi le rapport des pertes, ai-je répondu, fixant une carte topographique de la province afghane, épinglée au mur. Il est allé au distributeur automatique d'une station-service sur la 8e avenue. Carte refusée. Il a essayé une carte de crédit. Refusée. Chloé a jeté ses affaires dans des sacs poubelles et a filé à la seconde où le FBI a frappé à sa porte pour une déclaration. Elle l'a laissé planter là. Dans un couloir vide. Je l'ai imaginé. Le faux entrepreneur, dépouillé de mon argent, debout dans une maison appartenant à un trust irrévocable qui venait de le mettre à la porte. Pas de filet de sécurité, pas de riche maman pour payer sa caution. Parce que le gouvernement fédéral surveillait les comptes.
Les costumes de créateurs et la façade du buveur de bourbon artisanal s'étaient effondrés. En dessous, il n'était qu'un parasite fauché et paniqué, à court de sang à sucer. Les lâches ne tiennent pas bon. Quand ils sont acculés, ils fuient. Selon le rapport de surveillance du FBI que l'agent Vega m'a envoyé plus tard cette nuit-là, Julian est passé en pure mode de survie. Il a passé l'après-midi à mettre frénétiquement en gage tous les appareils électroniques et toutes les montres qu'il pouvait emporter. Il a réussi à rassembler 10 000 € en argent sale. Il a fourré les billets dans un sac de sport. Il n'a pas appelé son père. Il n'a pas appelé Sylvia. Il a hélé un taxi jaune bon marché, et s'est dirigé tout droit vers la gare routière Greyhound, au centre-ville de Nashville. Il a acheté un billet aller simple pour Miami. Une place bon marché dans un bus empestant le diesel. Il pensait pouvoir simplement franchir les frontières de l'État, et disparaître dans l'humidité. Il n'a même jamais atteint le quai d'embarquement. Le deuxième courriel de l'agent Vega est arrivé à 0400 heure afghane. Il n'y avait pas de texte dans le corps du message. Juste une seule pièce jointe, une image JPEG haute résolution. Je l'ai ouverte. La photo a été prise sous la lueur jaune et dure, des lampadaires du parking de la gare routière. 3 Chevy Tahoe noirs avaient encerclé le bus. Les pneus étaient braqués selon un angle aigu, témoignant de la violence avec laquelle ils avaient freiné, pour couper sa voie de fuite. Et, en plein centre de l'image, se trouvait Julian Vance. Il ne portait pas son polo de golf sur mesure. Il portait un t-shirt gris froissé et taché de sueur. Son visage était plaqué durement contre le capot noir et brûlant d'un véhicule du FBI. Sa bouche était grande ouverte. Ses yeux étaient écarquillés, révulsés, et totalement consumés par une terreur absolue. Un agent avait le genou fermement planté entre les omoplates de Julian, le clouant au sol comme un insecte. Les mains de l'agent tordaient violemment les bras de Julian dans son dos. L'acier lourd d'une paire de menottes Smith & Wesson était verrouillé serré autour de ses poignets. Je pouvais presque entendre le bruit métallique et sec des cliquets de fermeture, à travers la photographie. J'ai fixé l'image. J'ai regardé l'homme qui m'avait hurlé dessus, qui avait rabaissé ma carrière, qui avait dit à sa maîtresse que j'étais morte, gisante dans la poussière. Il avait l'air minuscule. Il avait l'air pathétique. Il n'était plus qu'un détenu fédéral en attente d'un numéro d'écrou. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ri. L'opération chirurgicale était simplement terminée. La tumeur avait été retirée avec succès. J'ai cliqué sur la commande d'impression de l'ordinateur portable. L'imprimante laser portable dans le coin de la tente a bourdonné, recrachant une copie nette, en noir et blanc, de Julian plaqué sur le capot de ce pick-up. J'ai tiré la feuille de papier encore chaude du bac. Je l'ai pliée une fois. Net et précis. J'ai glissé la photo dans la poche de poitrine de mon uniforme. Juste sur mon cœur. J'ai attrapé mon téléphone satellite sur le bureau, et je suis sorti de la tente, me dirigeant tout droit vers le bunker de communication insonorisé et vide, à la lisière du camp. J'ai poussé la lourde porte en acier. Elle s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd et hermétique, coupant le bruit de la base. Je me suis assise à la table en métal. Le silence de la pièce était de plomb. J'ai posé le téléphone au centre de la table. 10 secondes plus tard, l'écran s'est allumé. Il a vibré violemment contre l'acier. Le numéro entrant appartenait à la résidence des Vance. J'ai tendu la main et je l'ai pris. J'ai décroché le téléphone satellite. Le lourd boîtier en plastique me semblait froid dans le creux de ma main. Le bunker insonorisé avalait tous les bruits ambiants de la base, ne laissant qu'un silence de mort qui bourdonnait dans mes oreilles. J'ai appuyé sur le bouton vert. Je n'ai pas parlé. Pour la première fois depuis les 3 ans que je connaissais la famille Vance, il n'y a pas eu de salutation arrogante. Pas de soupir condescendant de la part de Sylvia. Pas d'ordre patriarcal bourru de la part de Marcus. Il n'y a eu que le son humide et saccadé de quelqu'un qui s'étouffe avec sa propre morve. Nola. La voix de Sylvia était complètement brisée. Elle semblait grêle, comme un fil effiloché prêt à céder. Nola, s'il te plaît. Je me suis adossé à ma chaise en métal, fixant le mur d'acier nu en face de moi. Diana Lynn m'avait déjà transmis l'extrait du rôle du tribunal un peu plus tôt cet après-midi-là. Face à une montagne de signatures falsifiées, d'avoir gelé et à une maîtresse qui avait fourni au FBI absolument tout, sauf la pointure de ses chaussures. Le défenseur public de Julian avait jeté l'éponge. Il n'y aurait pas de procès.
Pas de discours dramatique dans une salle d'audience. Julian Vance avait accepté un accord de plaidoyer, pour éviter la peine maximale. 12 ans dans un pénitencier fédéral. Restitution à 100% des fonds volés. Et quant à la demande de divorce qu'il avait déposée, juste pour me faire peur? Diana l'avait fait passer sur le bureau du juge à l'instant même où Julian avait signé ses aveux. Le mariage était mort, enterré et recouvert de béton. Nola, il faut que tu parles à tes avocats, sanglotait Sylvia. Les parasites de la liaison satellite hachaient ces mots, la rendant encore plus pitoyable. Je t'en prie, dis-leur d'arrêter. Dis au juge de réduire la sentence. Il ne pourra pas survivre dans un pénitencier fédéral, Nola. Il n'est pas fait pour ça. Je l'ai écouté pleurer. Pas un seul mot d'excuse pour ce qu'il m'avait fait. Pas une seule reconnaissance de l'argent qu'il m'avait volé, des mensonges qu'il avait racontés, ou du chien qu'il avait essayé de tuer dans ma tête. Elle ne se souciait que de la douleur, qui venait frapper à sa propre porte d'entrée. Ce n'est qu'un enfant, Nola, a supplié Sylvia. Sa voix s'est réduite à un chuchotement désespéré et misérable. Je t'en supplie en tant que mère. Et un peu de pitié. Pitié. J'ai palpé le morceau de papier plié, qui reposait dans la poche de poitrine de mon uniforme. La photo de Julian, clouée sur le capot de ce Chevy Tahoe. Un lâche pris dans les phares. De la pitié, ai-je répété. Le mot avait un goût de cuivre dans ma bouche. Je me suis penché en avant, appuyant mes coudes sur la froide table en métal. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié. J'ai parlé avec le rythme précis et mécanique d'un chirurgien, incisant des tissus morts. Il était mon mari, quand il m'a appelé en sanglotant, pour me dire que le crâne de mon chien avait été écrasé sous un pneu, ai-je déclaré. Nola, il était juste confus. Il était mon mari, les jeux interrompus, ma voix baissant d'une octave, quand il a siphonné 38 000 € de ma prime de risque de combat, pour pouvoir acheter de l'alcool bon marché à une fille qu'il a installée dans ma maison. Sylvia a poussé un sanglot bruyant et déchirant. Je l'ai ignoré. Et il était mon mari quand il a regardé cette même fille dans les yeux, et lui a dit que j'avais été tué au combat, dans la poussière afghane. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai laissé le poids de cette dernière phrase, peser sur sa poitrine, à 7000 km de là. Il a creusé ce trou de ses propres mains, Sylvia, ai-je affirmé. Je ne suis que celle qui a finalement jeté la terre sur lui. Tu es un monstre. Le chagrin a disparu, remplacé instantanément par le venin défensif et hideux, qui s'était toujours caché juste sous la surface. Tu es une garce froide et sans cœur. Tu es en train de détruire notre famille pour une simple erreur. Je n'ai pas bronché. Le venin ne brûlait plus. Ce n'était plus que du bruit. Je suis capitaine dans l'armée des États-Unis, les jeux corrigés, en gardant un ton absolument plat. Ma famille est ici, en train de saigner dans le sable, pour protéger la liberté que ton fils a utilisée, pour commettre une fraude électronique fédérale. Je me suis levé de la chaise en métal. Le grincement des pieds contre le sol en béton a résonné brusquement dans le bunker. Julian a fait ses choix, ai-je dit, ma voix se durcissant en un verdict final et indéniable. Mais à l'heure actuelle, Julian est un détenu fédéral. Et je ne reste pas marié à des détenus fédéraux. Nola. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. J'ai fixé le bouton rouge sur le clavier. J'ai appuyé dessus avec mon pouce. La ligne s'est coupée, avec un bip net et perçant. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai accédé aux paramètres internes, sélectionné le numéro, et cliqué sur « Bloquer le contact ». J'ai posé le lourd téléphone en plastique, en plein centre de la table en métal. C'était terminé. L'ablation chirurgicale de la famille Vance était achevée. La tumeur avait été excisée. Les marges étaient nettes, et le saignement avait été stoppé. Je m'attendais à ressentir une énorme poussée d'adrénaline. Je m'attendais à ressentir le genre de victoire explosive, que l'on voit dans les films. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un immense vide résonnant dans ma poitrine. J'ai poussé la lourde porte en acier, et je suis sorti sous le soleil aveuglant de l'après-midi. La chaleur m'a frappé instantanément, sèche et étouffante. J'ai marché vers les baraquements, le gravier crissant sous mes bottes. Personne ne tirait. Les hélicoptères d'évacuation médicale étaient cloués au sol. Pour la première fois depuis des semaines, la base était silencieuse. 3 jours plus tard, j'étais assise sur une caisse de munitions vide à l'extérieur de la tente médicale,
fixant la silhouette brune et déchiquetée des montagnes de l'Hindoukouche. Une ombre est tombée sur moi. J'ai levé les yeux. C'était le soldat Harris, le gamin de 19 ans qui gérait la distribution du courrier pour la base d'opération avancée. Il était couvert de poussière, et tenait une petite boîte en carton brun, scellée avec du gros ruban adhésif transparent. Il me l'a tendu. Distribution du courrier, capitaine, a dit Harris, s'essuyant la sueur du front. Ça vient d'arriver sur le CE-17 depuis Bagram. J'ai regardé l'adresse de l'expéditeur tamponnée à l'encre noire dans le coin supérieur gauche. Ça venait du Tennessee. Mais ça ne venait pas de Julian, et ça ne venait pas des avocats. J'ai fixé l'adresse de l'expéditeur. Maya. Maya n'était pas de ma famille. C'était une infirmière en traumatologie, que j'avais rencontrée pendant ma 2e année d'internat. C'était elle qui avait défoncé la porte d'entrée de ma maison à grands coups de pied, à la seconde où Diana Lynn avait obtenu l'ordre d'expulsion. Pendant que Julian courait vers la gare routière Greyhound, Maya l'avait dépassé, avait arraché Buster à sa maîtresse en larmes et paniqué par son collier, et l'avait chargé dans son pick-up. J'ai pris le petit paquet en carton des mains du soldat Harris. La boîte me semblait incroyablement légère. Merci, Harris, ai-je marmonné. Ma voix semblait rauque et peu habituée à parler. Il a fait un signe de tête rapide, et est reparti au petit trot vers les camions de ravitaillement. Je me suis rassise sur la caisse de munitions en acier vide. Une semaine s'était écoulée depuis que Julian avait signé son accord de plaidoyer. Une semaine entière depuis que le juge avait validé le jugement de divorce, et l'avait condamné à 12 ans. L'argent était de retour sur mon compte fantôme. L'ennemi était détruit. La menace était neutralisée. Selon toute logique, j'aurais dû me sentir victorieuse. Mais ce n'était pas le cas. Je me sentais juste vide. Ma poitrine me faisait l'effet d'une chambre forte en béton, froide et vide. Pendant des mois, j'avais porté une armure psychologique, juste pour survivre à ce déploiement. J'avais enfermé mes émotions derrière des portes blindées en acier, pour pouvoir continuer à opérer des soldats brisés, pendant que mon mari essayait de m'enterrer vivante. Maintenant, la guerre était terminée. Mais l'armure était toujours vissée à ma peau. Elle m'étouffait. J'avais l'impression de ne plus pouvoir inspirer une pleine bouffée d'air dans mes poumons. J'ai atteint ma ceinture tactique, et j'en ai tiré mon couteau de combat. La lame en acier noir était striée, à force d'ouvrir des caisses de rations, et de couper des colliers de serrage en plastique. J'ai glissé la pointe sous le gros ruban d'emballage transparent, sur la boîte. RIP. Le bruit sec et déchirant de l'adhésif s'aidant à trancher dans l'air calme du désert. J'ai ouvert les rabats en carton. Il n'y avait pas de papier bulle. Pas de lettres. Pas de collation. Juste une seule enveloppe blanche épaisse, reposant au fond. Je l'ai sortie. Le papier semblait propre et épais. Complètement incongru par rapport à la poussière et à la saleté qui recouvrait mes mains. J'ai glissé mon pouce sous le seau, et j'ai sorti une carte de vœux blanche, pliée. Je l'ai ouverte. Et à cet instant précis, l'axe de la Terre a cessé de tourner. En plein centre du papier blanc immaculé, se trouvait un petit tampon à l'encre noire, parfaitement pressé. C'était l'empreinte de la patte d'un chien. En dessous de l'encre noire, Maya avait griffonné quelques lignes, de son écriture désordonnée. Salut maman. Tu me manques. Je t'attends près de la porte d'entrée tous les soirs. Avec tout mon amour, Buster. J'ai fixé l'encre noire. Julian s'était servi de cet animal pour me briser. Il avait militarisé un chien pour manipuler mon chagrin. Il m'avait soumise à des mois de deuil atroce et étouffant, pour une créature qui était bien vivante, et qui dormait sur le tapis de mon propre salon. Il m'avait nourri d'un régime de mensonges purement toxiques, pour masquer sa propre cupidité. Mais en regardant cette empreinte de patte, elle était réelle. Dans un monde entièrement corrompu par la cupidité d'un mari narcissique, la toxicité complaisante de ses parents, et la cruauté désinvolte de personnes qui prétendaient m'aimer. Cette petite empreinte de patte noire, était la seule chose honnête qu'il me restait. Elle représentait une loyauté pure et sans filtre, qu'aucun humain de la famille Vance n'était capable de comprendre. Ma gorge s'est nouée. Une douleur aiguë et brûlante a enserré ma trachée. La lourde armure d'acier que j'avais portée pendant des mois, s'est finalement fissurée. Ma vision s'est troublée. Une larme brûlante a débordé de mes cils inférieurs, traçant un sillon net à travers la poussière sur ma joue. Puis une autre. Et encore une autre.
J'ai laissé tomber ma tête sur mes genoux, serrant la carte blanche à deux mains. Et j'ai finalement craqué. Je ne me suis pas contenté de pleurer. J'ai sangloté. Le genre de pleurs laids, violents, qui font trembler tout le corps, et que je m'étais refusé depuis le jour où j'avais reçu ce premier email. J'ai pleuré pour la trahison. J'ai pleuré pour l'épuisement. J'ai pleuré pour le poids pur et terrifiant d'avoir dû me protéger des personnes, qui étaient censées être ma famille. Le son de ma propre respiration saccadée a résonné contre les parois métalliques de la caisse de munitions. J'étais assise seule, dans la poussière d'un pays étranger, entourée de barbelés, à pleurer sur l'empreinte d'un chien qui ne savait même pas parler. Mais qui m'aimait plus que l'homme que j'avais épousé. J'ai tout laissé sortir. J'ai laissé le poison s'écouler de la plaie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'une eau claire. Le lendemain matin, le soleil afghan a culminé au-dessus des montagnes de l'Hindoukouche, projetant une longue ombre nette sur la base. Mes yeux étaient rouges et gonflés. Ma gorge me faisait l'effet d'avoir avalé du papier de verre. Mais, en bouclant mon gilet tactique sur ma poitrine, j'ai réalisé quelque chose. La pression lourde et étouffante dans mes poumons avait disparu. La chambre forte était ouverte. Je pouvais respirer à nouveau. Je me suis dirigé vers ma malle, et j'ai sorti mon journal militaire vert. J'ai cliqué sur mon stylo, et j'ai regardé le papier ligné. Que Julien prenne 12 ans dans un pénitencier fédéral, n'était pas ma vengeance. Récupérer la maison n'était pas ma vengeance. J'ai pressé le stylo sur le papier, et j'ai écrit une seule ligne. Ma vengeance, c'est ma paix. J'ai fermé le carnet. J'ai pris le téléphone satellite, et j'ai composé un numéro national. Ça a sonné 3 fois, avant qu'une femme avec un fort accent du Sud ne réponde. Refuge pour Beagle du Tennessee. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je dit. Ma voix était assurée. Mon amie Maya est passée hier, pour voir un chien du refuge. Une petite femelle maigrichonne, avec une cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Oh, oui. La petite vagabonde. Elle a eu beaucoup de mal à s'adapter. Je la veux, ai-je déclaré fermement. Envoyez-moi par email les papiers d'adoption. Maya viendra la chercher cet après-midi. C'est merveilleux, s'est exclamée la femme. Vous lui avez déjà trouvé un nom? J'ai regardé à travers le rabat de la tente, le drapeau américain claquant violemment dans le vent du désert. Liberty, ai-je répondu. Liberty, a doucement répété la femme. J'aime bien. Êtes-vous sûre d'être prête pour un nouveau chien, madame? J'ai attrapé mon sac d'assaut, et je l'ai jeté sur mon épaule. Je suis prête à rentrer à la maison. Chris. Les lourds pneus en caoutchouc de l'avion de transport militaire CE-17 ont frappé durement le tarmac de Nashville. L'énorme appareil a vibré, les inverseurs de poussée des moteurs s'enclenchant avec un rugissement assourdissant, qui a fait claquer mes dents. J'étais assise, sanglée dans les sangles rouges du strapontin, regardant droit devant moi. 3 mois plus tôt, j'étais dans une tente médicale étouffée par la poussière, à regarder la photo d'une autre femme portant mes vêtements. J'étais une femme trahie. Une cible. Un portefeuille sur pattes, pour une famille de parasites. Maintenant, la rampe de chargement s'abaissait, laissant l'air épais et humide du Tennessee envahir la cabine. J'ai détaché mon harnais, et j'ai attrapé mon sac d'assaut. J'ai descendu la rampe, et j'ai posé mes bottes sur le béton américain. J'étais une femme libre. Ma grande sœur, Clara, m'attendait près de la clôture grillagée du terminal. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste saisi par les épaules, et m'a attiré dans une étreinte étouffante. Elle sentait la lessive bon marché, et la maison. Monte dans le pick-up, m'a dit Clara, en prenant mon lourd sac de sport vert. On a un arrêt à faire. 10 minutes plus tard, Clara a garé le pick-up devant la maison mitoyenne de Maya. Je n'ai même pas eu le temps d'atteindre le porche. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Une torpille marron, noire et blanche, s'est lancée du haut des marches. Buster. Il m'a percuté la poitrine avec une telle force, qu'il a failli me renverser en arrière sur le trottoir en béton. Il m'a grimpé dessus, couinant, pleurant, et contorsionnant son corps dans des formes violentes et incontrôlables de pure joie. Sa queue fouettait ma jambe, comme un métronome réglé sur une vitesse excessive. Je suis tombé à genoux sur le trottoir brûlant. J'ai enfoui mon visage profondément dans la fourrure épaisse et douce de son cou. Il sentait le shampoing pour chien, et les chips de maïs.
C'était la meilleure chose que j'ai jamais sentie de ma vie. Il léchait agressivement le sel et la sueur sur ma joue. Je suis rentré, mon grand, lui ai-je murmuré à l'oreille. Maman est rentrée. 1 heure plus tard, j'ai conduit mon pick-up dans ma propre rue. Je me suis garé dans l'allée. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai glissé ma clé dans le pêne dormant, et je l'ai poussé pour l'ouvrir. Buster est entré au trot juste à côté de moi. La maison était silencieuse. Elle sentait le renfermer. La maîtresse de Julien avait laissé un parfum floral bon marché flotter dans l'air, mais la maison elle-même était vide. J'ai marché dans le salon. En plein milieu, posée sur le tapis, se trouvait la lourde table basse en chêne foncé. C'était la table de la photographie. La table où elle avait posé ses pieds nus, tout en portant ma robe en soie. Julien pensait qu'il avait ruiné cette maison pour moi. Il pensait que la trahison imprégnerait tellement les murs, que je serais obligé de la vendre. Je suis allé dans la cuisine. J'ai attrapé un vaporisateur de dégraissant industriel, et un chiffon d'atelier rugueux. Je suis retourné vers la table en chêne. J'ai aspergé le bois. Je l'ai essuyé. J'ai enfoncé mes ongles dans la serviette, et j'ai frotté le grain, jusqu'à ce que le bois brille sous les lumières du plafond. Je n'allais pas jeter cette table. J'avais payé cette table avec 3 mois de garde de nuit. J'avais acheté cette maison avec des primes de risque, et des nuits sans sommeil. Cette maison n'appartenait pas à un mari infidèle. Elle n'appartenait pas à la famille Vance. Elle était à moi. Et la table n'était plus une scène de crime. C'était un monument dédié à la guerre que j'avais menée. Et à la guerre que j'avais gagnée. Le lendemain matin, Maya m'a conduite au refuge. J'ai signé les derniers papiers, et je suis ressorti avec un croisement de Bigle maigrichon et nerveux, qui avait une cicatrice irrégulière au-dessus de l'œil gauche. Elle gardait la tête baissée, la queue repliée entre ses jambes. Je l'ai installée sur le siège passager. Je lui ai frotté les oreilles. Ça va aller, Liberty, ai-je dit doucement. Plus personne ne va te faire de mal. 1 mois plus tard. L'odeur épaisse et lourde de la fumée de noyer et de la poitrine de bœuf rôti, flottait par-dessus la clôture en bois de mon jardin. Le soleil d'été descendait bas, peignant le ciel de teintes profondes d'orange, et de violet meurtri. Je me tenais sur le patio arrière, tenant une canette de bière nationale glacée. La condensation coulait sur mes jointures. J'ai regardé mon jardin. Clara se disputait bruyamment avec Maya, à propos du football universitaire. Madame Higgins, la veuve d'à côté qui m'avait fourni les images de sécurité, posait un immense bol de sa célèbre salade de pommes de terre au jalapeno sur la table de pique-nique. Diana Lynn, mon avocate spécialisée dans le divorce, était assise dans une chaise de jardin, éclatant de rire. Et debout au-dessus du grill, tenant une paire de pinces en acier, il y avait le sergent Miller. Il avait pris 2 semaines de permission, et s'était envolé directement pour le Tennessee. Pas une seule personne dans ce jardin ne partageait mon nom de famille. Il n'y avait pas de Marcus pour exiger du respect. Il n'y avait pas de Sylvia pour servir de faux sourire. J'ai levé ma bière, prenant une longue gorgée bien fraîche. La famille n'est pas un certificat de mariage. La famille n'est pas une lignée sanguine partagée. La famille, ce sont les personnes qui se tiennent devant la porte avec un fusil de chasse, quand les loups viennent gratter à la porte. J'avais construit une forteresse. Et je l'avais remplie de personnes, qui avaient mérité leur place à table. La porte moustiquaire a claqué. Je suis entré dans la cuisine, posant ma canette vide sur le comptoir. La maison était bruyante. Buster et Liberty se couraient après en tournant en rond sur le parquet, leurs griffes cliquetant frénétiquement contre le bois. J'ai attrapé un verre de thé glacé sucré, et je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier mes emails personnels. Il y avait un nouveau message en haut de la boîte de réception. La ligne d'objet disait « La Major Grant m'a dit de vous contacter ». J'ai cliqué dessus. Il provenait d'une sous-lieutenante de 24 ans, stationnée au Texas. Elle était fiancée à un civil. Elle expliquait qu'elle avait remarqué que de l'argent disparaissait de ses comptes, alors qu'elle était en exercice d'entraînement sur le terrain. Il lui avait dit qu'elle était folle. Il lui avait dit qu'elle avait juste perdu le fil de ses dépenses. Elle avait peur, elle était confuse, et elle avait l'impression de perdre la tête. J'ai fixé l'écran. Les glaçons ont teinté doucement contre le verre dans ma main. Julien Vance avait provoqué une explosion dans ma vie.
Mais ce n'est pas lui qui a pu en écrire la fin. Ce n'est pas lui qui a pu décider de mon héritage. C'est moi qui l'ai fait. J'ai posé mon verre. J'ai posé mes doigts sur le clavier.